Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une question qui est vraiment au cœur du fonctionnement de nos sociétés, une question qui peut paraître simple mais qui est en réalité bien plus complexe qu'on l'imagine. Alors, cette fameuse question, le droit constitutionnel, qu'est-ce que c'est au juste? C'est vraiment par là qu'on va commencer notre plongée dans les fondations de ce qui fait en État. Et pour y voir plus clair, voilà le plan de route. On va d'abord explorer sa double identité, ensuite on verra ce que c'est en tant que corps de règles, puis comme domaine d'étude. Et pour finir, on regardera comment tout ça s'applique dans le monde réel avec l'exemple du constitutionnalisme africain. Allez, on entre dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que le droit constitutionnel n'est pas monolithique. En fait, il a une double casquette, et c'est ça qui est passionnant. Alors voilà le truc. D'un côté, le droit constitutionnel, c'est l'ensemble concret des lois qui organisent un État, et de l'autre, c'est aussi la science, la discipline intellectuelle qui étudie et interprète ces mêmes lois. Deux facettes, donc, qui sont complètement liées. Commençons par la première facette, le droit constitutionnel en tant qu'ensemble de règles. La meilleure image, c'est de le voir comme le mode d'emploi d'une nation. Le document qui dit comment tout doit fonctionner. Et ce grand mode d'emploi, il se divise en 3 chapitres principaux, si on veut. Il y a le droit institutionnel, qui dessine l'architecture du pouvoir, le droit normatif, qui met de l'ordre dans les lois, et le droit des libertés, qui est là pour nous protéger. Le droit institutionnel, c'est un peu le plan de la Maison France ou de n'importe quel autre pays. Il définit qui fait quoi, le rôle du gouvernement, celui du Parlement, celui des juges, et, surtout, comment tous ces pouvoirs s'équilibrent entre eux. Ensuite, le droit normatif. Là, son boulot, c'est de jouer les chefs d'orchestre. C'est lui qui établit une hiérarchie claire entre toutes les règles juridiques pour s'assurer que tout est cohérent. C'est lui qui dit quelle règle est la plus importante. Et il y a une métaphore qui résume ça parfaitement. Si on imagine le droit comme la colonne vertébrale de la société, alors le droit constitutionnel, c'est la moelle épinière à l'intérieur. C'est le noyau central qui donne vie et structure à tout le reste. Et ça nous amène à une image très connue, la fameuse pyramide des normes. Imaginez une pyramide, tout en haut, au sommet, intouchable, on a la Constitution. Juste en dessous, il y a les lois votées par le Parlement, et tout en bas, les règlements. Le principe est simple, chaque étage doit respecter l'étage du dessus, et on arrive au troisième pilier, qui est absolument crucial, le droit des libertés. Parce qu'une constitution, ça ne sert pas juste à organiser le pouvoir, ça sert aussi et surtout à limiter. C'est le bouclier qui protège nos droits fondamentaux, comme la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Ok, on a vu le côté règle du jeu. Maintenant, changeons de casquette et regardons le droit constitutionnel comme une discipline académique, un champ d'études à part entière. Et qu'est-ce qui en fait une vraie discipline autonome? Eh bien, elle a tout ce qu'il faut. Sa propre méthode d'analyse, son propre langage technique, et elle forme une branche bien distincte au sein du droit. Et là, les mots ont un sens très précis. Quand on entend des spécialistes parler de régime parlementaire ou de régime présidentiel, ce n'est pas juste du jargon. Chaque terme recouvre une réalité très spécifique sur l'organisation des pouvoirs. C'est une analyse pointue, bien différente de la science politique générale. Et son influence est immense. Elle infuse partout. On parle d'un phénomène de constitutionnalisation du droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que les grands principes de la Constitution se diffusent dans toutes les autres matières. Le droit du travail, le droit de la famille, le droit pénal, rien n'y échappe. Bon, assez théorie. Pour vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, rien de mieux qu'un exemple concret. Et celui de l'évolution du constitutionnalisme en Afrique est particulièrement parlant pour voir comment ces concepts prennent vie. Si on regarde l'histoire constitutionnelle africaine après les indépendances, on peut la voir en 2 grands actes. D'abord, les années 60, une période qu'on appelle l'ère du mimétisme. Et puis, un vrai tournant dans les années 90, avec ce qu'on nomme l'ère de l'ouverture. Et là, le contraste est vraiment frappant. Dans les années 60, au moment où les pays deviennent indépendants, la tendance est de copier-coller les modèles des anciennes puissances coloniales, ce qui mène souvent à des pouvoirs présidentiels très, très forts. Et puis, changement de décor dans les années 90. Une vague de réformes démocratiques, souvent issues de grandes conférences nationales, donne naissance à de nouvelles constitutions basées sur l'état de droit. Tout ça, finalement, ça nous ramène à une question fondamentale. Si l'on part du principe qu'une constitution est l'ADN d'une nation, est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment être copié? Ou est-ce que, par nature, elle doit évoluer, grandir, pour refléter l'identité unique d'un peuple? La question reste ouverte.